Salut tout le monde, bienvenue à TV Laval Nouvelle. Et nouveauté, aujourd'hui, je vous présente ma nouvelle co-animatrice, Jessica Lapierre. Bien, merci beaucoup pour l'introduction. Je suis contente d'être avec vous, Lavallois. Je pense qu'on va s'amuser ensemble, Jessica. J'ai l'impression que oui. Et en plus, t'es pas un visage inconnu ici à TV Laval, parce que moi, je m'en allais vous présenter son pedigree et tout ça. Mais non, vous l'avez vu dans la série Les Ex. Oui, j'ai juste un peu moins de cheveux. Puis, je vous promets d'être un peu moins germaine que dans Les Ex. Parce qu'on s'entend que c'est un petit peu un personnage, hein? Je vous le dis au début, c'est une presque histoire vraie. Presque. Mais c'est quand tu joues. T'es comédienne oui. aussi. Ben oui, exactement. Mais ce qui est intéressant, c'est que t'es passée de derrière la caméra à devant pour Les Ex et maintenant pour animer. Donc, j'ai laissé tomber mon mou, je me suis mis une robe, puis je me suis dit, envoie, let's go. Hey, ce serait le fun de m'emmener animer une émission en mou. Hey, un party pyjama, ça vous tente-tu, la gang? Pourquoi pas? Alors, on lance la question sur les réseaux sociaux. Vous êtes pris avec 2 granos, mesdames et messieurs. Faites attention, ça va faire mal. Et sur ce, on vous souhaite une bonne émission. Écocentre, la ville de Laval multiplie les rendez-vous avec les Lavallois afin qu'ils puissent se départir plus facilement de leurs déchets encombrants et hautement nuisibles à l'environnement. La ville projette l'ouverture d'un premier écocentre permanent en 2019, puisqu'un budget de 7 millions de dollars a été déployé par le projet triennal d'immobilisation pour la période 2018-2020. En attendant, plusieurs dates entre le 22 avril et 21 octobre ont été dévoilées pour permettre aux Lavallois de venir y déposer gratuitement plusieurs types de déchets. Entre autres, matériel informatique, électronique, matériel recyclable et résidus domestiques dangereux. Pour connaître la liste des matériaux inclus dans la collecte, les dates et les lieux de la tournée d'écocentres mobiles, rendez-vous sur le laval.ca. Toute la démarche de dépôt de déchets et la quantité maximale y est aussi inscrite et facilement accessible. N'oubliez pas la prochaine date de l'écocentre mobile, c'est le 5 mai dans le stationnement de l'école Leblanc qui est situé au 1750 Montée-Masson dans le secteur Saint-François. Bon recyclage! Pour notre première invitée aujourd'hui, qui est une habituée de l'émission, j'aimerais ça, Jessica, que tu te pratiques à dire son nom, qui est Monica Ciuccasi. C'est tellement beau. OK, je l'essaie parce que je t'avoue que c'était ma petite crainte. Tu vois, je savais que ça te Donc, je l'essaie. Bienvenue, Monica Ciuccasi. Je l'ai eu? Ah oui, hey, c'est merveilleux. Monica, je viens d'apprendre, tu as dit qu'il y en a 18 dans le monde. Non, des Ciuccasi. 14. 14, je sais pas pourquoi j'ai dit 18, mais 14. Ben oui, c'est incroyable. C'est l'âge que tu rêves d'avoir encore. Tout à fait, tout à fait. J'avais ça il y a 10 ans. Donc, sont tous dans ta famille, les Ciuccasi? Oui, OK. oui, oui. Hey, je suis contente de l'avoir dit comme il faut. Ah, non, tout le monde en est Hongrie. ici. En Hongrie, OK. Oui. Donc là, sur un sujet un petit peu plus ténébreux, non, je sais pas, mais c'est parce qu'on entend souvent des histoires d'horreur sur les testaments. Oui. C'est de ça qu'on parle avec toi aujourd'hui. Souvent, les gens ne font pas leur testament. En fait, je crois que la plupart des gens le font C'est une pas. statistique assez impressionnante. Moi, ça m'a impressionnée. Moi Avant aussi, d'entrer en ondes, Il y on a en à a peu parlé. près, au Québec, à peu près 30 des gens qui ont un testament. Et qu'est-ce qui est encore plus dangereux, c'est qu'ici, les gens sont conjoints de fait, ce qui n'est pas le cas dans les autres provinces. Et là, on n'a pas beaucoup de protection en tant que on conjoint en a de zéro, fait. parce C'est que ça. le mot Zéro? conjoint de fait n'existe pas Ça dans le veut Code rien civil. dire. Même si on fait notre déclaration d'impôt, ça fait 9 ans, ça veut rien dire. Ça veut rien dire parce OK. que l'argent, c'est une chose. Pour l'impôt, c'est un titre, si on veut, mais au niveau du Code civil, si tu veux faire un passeport, c'est pas marqué conjoint de fait, ça n'existe pas. OK, c'est pas un statut. Donc, on non est reconnu. rien. C'est Avec zéro. notre chum, Tu n'es on est rien. rien, même si ça fait 30 ans que tu vis avec quelqu'un, même si tu as eu 20 enfants avec lui, tu n'existes pas. OK, donc, à ce moment-là, C'est pathétique. Moi, ça me fait vraiment peur parce que j'ai un conjoint de fait, j'ai 2 enfants et je n'ai pas de testament comme les 70 de la population. Donc, juste pour expliquer, qu'est-ce qui se passe Ouais, qu'est-ce qui si, se passe? exemple, il y en a un ou deux qui meurent? S'il y en a un des deux qui décède, Ouais. ça veut dire que l'argent va... Tout, c'est le lien du sang. Ça veut OK. dire que c'est les enfants qui vont hériter. Là, malheureusement, la situation, c'est que c'est des enfants mineurs. Donc, ça va prendre un conseil de famille. Donc, c'est 3 personnes qui vont être comme choisies en cours. Donc, ça implique des frais assez C'est importants. Et si tu possèdes une maison avec ton conjoint, à ce moment-là, c'est le conseil qui va décider pour n'importe quel move que tu veux faire au niveau financier de ta maison. Tu dis, bon, ben moi, je veux renouveler mon hypothèque. C'est eux qui vont décider. Alors, ça peut être très, très intense. On espère J'ai que- manqué la partie, le conseil est formé de 3 personnes par rapport ou à Non, l'intérieur de la famille. de Donc, la famille. je veux dire, Normalement, là, parce que si tu avais une bonne entente avec la Parce famille, il qu'on ne parle devrait des pas avoir de enfants. problème. Là.
L'argent crée des problèmes. Oui, hein? L'argent crée des tensions, puis 3 personnes qui décident. Imagine déjà, toi et ton conjoint, ça peut être délicat de décider pour certaines situations d'argent, mais s'il y en a 3 extérieurs, ils peuvent avoir chacun leur avis. Ils peuvent trouver que tu fais tu prends des décisions qui ne sont pas adéquates pour les enfants, parce que c'est toujours pour protéger les enfants. Mais là, la maison, c'est un gros morceau, alors ça peut te Puis là, priver. on parle de la maison, mais disons, les enfants, qu'est-ce qui se passe avec les enfants? Bien, c'est la même chose. Toutes les décisions qui regardent l'argent qui a été légué aux enfants vont à ce moment-là être contrôlées par le conseil de famille. Alors, le parent qui reste, c'est comme si c'était Ah, il est enchaîné. rien. Il est enchaîné. Il est pris dans un trouble qui peut durer très, très longtemps. Ah, c'est l'enfer. C'est vraiment pas drôle à ce moment-là. Tu sais, on se dit des fois, on va marquer un papier, on va le mettre dans notre coffre-fort, puis tiens, c'est fait. Notre testament c'est est fait, légal, ça marche ça? On peut faire un testament holographe, OK. mais tu n'es pas obligé de le mettre dans ton coffre-fort. Là. Il n'y a pas de valeur. Dans le sens, il faut plus que tu le mettes à un endroit où les Où on peut gens le trouver. puissent savoir exactement, on peut trouver, en faire une copie. Mais la meilleure chose, tu peux l'imprimer de l'Internet. Tu vas sur un site sécure, comme le ministère de la Justice, pour être sûr qu'à ce moment-là, il corresponde au niveau du Code civil québécois. Et à ce moment-là, tu le remplis. OK. Tu as 2 témoins extérieurs qui ne bénéficient pas du testament, OK. qui vont signer, comme quoi c'est bien toi qui l'as rempli, ça c'était saine de corps et d'esprit. Et à ce moment-là, ben, peut-être que tu en fais une copie, tu peux en donner à des personnes. C'est sûr que s'il n'a pas été validé par un notaire, il va y avoir des frais qui vont être 2 fois plus élevés au moment, mais au moins, il y a un document qui est fait parce que C'est mieux que Alors, rien. si Oui. on ne veut pas le payer pendant qu'on est vivant, on fait ça. Exactement. Exactement. OK. Mais Parce- ça peut avoir une certaine valeur, parce que moi, je pensais que ça avait 0 valeur. Oui, non. Tu peux avoir un testament holographe, mais c'est sûr que si quelqu'un veut le contester, si je prends la mère d'une de mes amies, elle a été avec un veuf pendant 15 ans. Une chance que lui avait fait un testament pour lui léguer la maison, parce que c'est sûr et certain que ses enfants, à lui, n'auraient jamais laissé la maison. Et ils ont même voulu contester un testament en bonne et due forme. Donc, c'est sûr et certain. Il y a des situations où ça peut être très, très délicat. Ça peut être long avant d'avoir accès à l'argent. C'est pas parce qu'il y a un testament que tu as l'argent. Une assurance, oui. OK. En dedans de 30 jours, tu as l'argent cash. Peu importe le montant, en dedans de 30 jours, à partir du moment où tu as donné Sinon, il y les a beaucoup documents. de bureaucratie. Ah, très long. c'est très lourd, l'allégation. C'est lourd, ça peut être facilement 1 an parce qu'il y a beaucoup de paperasse. Puis avant de se pointer au notaire, on se sent prêt. Bon, c'est quoi la discussion interne ou la discussion avec notre partenaire qu'il faut avoir? C'est quoi tous les points, disons? Bien, tu n'as pas besoin d'avoir ça avant parce OK. que sur place, la personne va te guider, mais le document te guide. Mais dans le fond, c'est quoi tes dernières volontés? Veux-tu être incinéré? Est-ce que tu veux être enterré? Est-ce que tu veux qu'on s'acharne sur toi, sur ton lit d'hôpital? Est-ce que tu veux laisser aux autres décider qui vont te déconnecter ou toi, tu en prends le choix? Dans d'autres exemples, tu as des personnes qui se sont séparées mais ne se sont pas divorcées. Alors, imagine si cette personne-là décède, bien, c'est l'ex qui va hériter. Et là, ça devient vraiment C'est cacophonique. Non, mais c'est vraiment triste. là. épouvantable. C'est épouvantable. Monica, en terminant, il reste 30 secondes. J'ai 2 questions. Vers quel âge qui serait bon de faire le testament et ça coûte combien à peu près? Ça peut être à peu près 300, à peu près 300, mais en donc même c'est temps, pas c'est de faire terrible. le Je pense que c'est cher. mandat d'inaptitude en même temps. Là, ça serait vraiment une bonne idée. Alors, à peu près un 350, taxes incluses, tu peux avoir le mandat d'inaptitude, le testament. Je pense que ça vaut vraiment la peine parce que le mandat, c'est pendant que tu es encore vivante, mais que tu n'es pas capable de contrôler tes finances ou prendre soin de toi. Donc, tu nommes des personnes qui vont prendre soin de ton argent et de toi. Alors, À partir du moment qu'on fait un petit peu d'argent, on est mieux bien, de si protéger tu nos as un arrières. enfant, oui, effectivement, si tu as un patrimoine que tu as commencé à accumuler, si tu as un enfant, c'est sûr et certain qu'à la première seconde, parce que même si tu as juste un enfant, tu n'as pas de conjoint, c'est important parce que c'est de dire, c'est déjà compliqué quand il y a des documents, mais quand il n'y en a pas, c'est que tu laisses aux autres le soin de décider pour toi. Et merci beaucoup. Merci, C'est Monica. vraiment... 2,2 millions pour un bois en milieu urbain.
La Ville vient d'investir 2,2 millions de dollars pour l'acquisition de l'eau totalisant 6,3 hectares dans le bois d'Édimbourg, dont elle détenait déjà 1 hectare. Situé au nord-ouest de l'autoroute Jean-Noël Lavoie et du boulevard des Laurentides, cet espace naturel est identifié au schéma d'aménagement et de développement révisé comme bois d'intérêt municipal, voire un joyau naturel au cœur de la trame urbaine. Composé d'un peuplement de feuillus mélangés et abritant 5 milieux humides, le bois d'Édimbourg se distingue par la présence d'une érablière d'intérêt écologique élevé. Pour la période 2017-2019, la Ville a dégagé une enveloppe budgétaire de 12 millions de dollars dédiée à l'acquisition de milieux naturels de grande valeur écologique. Ces investissements projetés s'arriment avec le plan d'action 2020 et le schéma d'aménagement nouvellement révisé qui cible un objectif de protection des milieux naturels équivalent à 14 % du territoire lavallois. Transport scolaire, grève évitée à Autobus Mistral à Laval. Le syndicat des Teamsters a fait savoir que la menace de grève qui planait chez la vingtaine de chauffeurs d'autobus Mistral a été évitée le 11 avril après qu'ils eurent ratifié une entente de principe avec l'employeur. Quelques 2000 élèves de la commission scolaire de Laval auraient été privés de transport d'autobus si cette entente n'était pas intervenue. Cet accord prévoit une augmentation rétroactive au 1er septembre 2017 de 6,6 % en plus des augmentations annuelles selon l'indice des prix à la consommation. Ces augmentations ne pourront être inférieures à des seuils de 1,25 à 2 % selon l'année de la convention collective. Les offres salariales étaient au cœur des revendications des travailleurs de l'industrie du transport scolaire. Les offres de transporteurs scolaires tournent autour de 1 % par année, inférieure à l'IPC qui était de 1,8 % l'année dernière. C'est une première victoire à Laval, a déclaré dans un communiqué le président de la section locale 106, Jean Chartrand. Les transporteurs scolaires à travers le Québec doivent maintenant prendre note. Les employeurs auraient tout intérêt à ne pas sous-estimer la colère et la détermination de ces travailleurs qui gagnent entre 20 000 et 25 000 $ par année. Pour souhaiter la bienvenue à notre nouvelle animatrice, Jessica, on reçoit un de mes invités préférés à l'émission. Eduardo D'Acosta, directeur général de la télé de Laval. Ah, je te confirme que tu vas rester à l'émission. Merci. Mais on est justement dans plein de changements. Il va y avoir beaucoup de restructuration qui va se passer, je crois. Oui, exactement. Mais pour commencer, je voulais juste souligner l'excellent travail que Alex a fait avec nous. Encore une fois, TV Laval, la télévision régionale de Laval, aura servi à un jeune talent de tremplin. Il est parti en Abitibi, lecteur de nouvelles pour TVA. On est vraiment, vraiment, vraiment très fiers de ça. Par cœur, c'est la 4e ou 5e personne qui a animé un de nos spectacles ici, un de nos shows, puis qui s'est trouvé un emploi. Donc, ça donne de l'espoir aux gens qui, comme vous autres, ont envie de faire ça. Mais nous, on veut pas de promotion, on veut rester ici. Ah ouais, non, mais c'est vraiment un tremplin extraordinaire. Et ça nous permet aussi d'essayer des nouvelles choses. On a rencontré Jessica d'une façon... ça fonctionne, la télévision communautaire. C'est comme le destin dans le Non, ça n'a rien à voir avec le destin. C'est vraiment, on avait posté dans notre babillard, à notre propre émission et dans nos réseaux sociaux, qu'on recherchait des bénévoles. En pesant sur scène pour que ça aille sur Facebook, qui est quand même un des meilleurs moyens de faire passer des nouvelles, pas longtemps après, je reçois un appel, peut-être 20 minutes après, je reçois un appel de Jessica qui a un intérêt, qui a envie de faire ça. Elle vient nous rencontrer. Et il y en a beaucoup qui, comme ça, ont envie de le faire. Il y en a beaucoup qui ont cette envie-là, mais ne vont pas jusqu'au bout. Mm-hmm. On voit vraiment les gens qui foncent. Hein? Puis quand quelqu'un fonce puis il y a un intérêt, c'est évident pour n'importe quelle télévision communautaire, c'est avec ces gens-là que tu travailles. Donc, notre recherche de bénévoles fonctionne bien. On a beaucoup de bons bénévoles. On a encore des jeunes. Aujourd'hui, dans votre show, il y en a un de 16 ans qui se demande c'est quoi la télévision? Est-ce que je veux faire ça? À quoi ça consiste? Bien, il est ici, il vient essayer, il vient voir le laboratoire, comment ça se passe.
C'est vraiment extraordinaire. C'est un vraiment. tremplin Exactement, devant ou c'est derrière une la belle caméra. école. Exactement, c'est une belle école. Puis, tu sais, c'est ça que j'aimerais apporter aux gens, de pouvoir leur dire que, à vous, à la maison, tu sais, quand vous avez une petite voix qui vous parle à l'intérieur puis qui vous dit des choses bizarres, comme appelle la TV oui, Laval, appelle donc. là, d'un coup que ça marcherait, ben tu sais, de suivre son intuition, c'est toujours une bonne idée. Parce qu'on peut aller confirmer, vérifier si on aime bel et bien ça, avant même de, tu sais, si on veut prendre une vraie démarche, aller à l'école et tout ça, même, tu sais, avant ça, comme le petit garçon qui est derrière la caméra présentement, puis qui est venu observer les lieux, ben tu sais, ça permet de confirmer si c'est le fun, t'aimes ça, tu te sens ta place. C'est une belle, Puis, un beau lieu de... Et des fois, c'est là que le hasard, et comme tu les appelles dans ton monde ésotérique, je sais pas comment, mais c'est de là, c'est le destin. Et c'est là qu'à un moment donné, en parlant avec la personne qui est intéressée, elle nous montre ce qu'elle fait. Ça m'a permis à moi de découvrir un talent extraordinaire. Elle a des émissions qui s'appellent Les Ex, qui présentement tournent et sont après faire un malheur sur les réseaux sociaux de la télévision. On les passe à tous les matins dans notre babillard. Une émission géniale que je me bidonne à regarder. Oui. Et donc, on a travaillé ensemble pour pouvoir prendre cette émission-là, emmener ça sur nos ondes. Nous, ça nous donne un vent de fraîcheur. Tous les gens, les bénévoles, jeunes ou moins jeunes, qui s'en viennent ici, ont des idées différentes. Et c'est ces idées-là qu'on a besoin parce que notre mission est de parler à la communauté lavalloise. Ça fonctionne bien. On est vraiment, vraiment très heureux. Et de t'avoir avec toi, de t'avoir avec nous ici, beaucoup, ça nous permet... Et tous les employés qui travaillent ici, permanents, ça nous donne une envie de faire les choses différentes. Je regarde, je suis le plus grand fan de la télévision. Je me suis dit, Alex est parti. J'étais tout à l'heure dans mon bureau parce que je vous surveille du bureau, je regarde tout. On est toujours watchés. Et je me suis dit, et ce que je me dis, j'ai dit, tiens, on va leur permettre de changer tout ça. On va revisiter l'émission, on va changer des choses, on va la mettre... Tu sais, c'est pas vrai qu'on détient la vérité et c'est ça que les gens ont envie de voir et le concept, on va tout travailler. Donc, on va vous permettre de dire, amenez-nous pour le futur des différences à travers le show. L'important, c'est d'informer la population lavalloise de ce qui se passe. Je t'écoutais parler tantôt, tu disais la culture. Je trouve qu'on parle pas assez de culture. On a un show extraordinaire avec Guylaine Tanguay, une lavalloise, ça va bien, mais... Longtemps, on a attendu après toute la communauté pour nous dire ce qui se passe. On voulait être un tremplin pour pouvoir aller expliquer tout ce qu'il y a au niveau culturel à Ville de Laval. On se rend compte que c'est difficile, il manque énormément de communication. Bien, avec vous, ce qu'on va se permettre, c'est de trouver une personne, on va aller la chercher, l'information. On va essayer de changer le naturel de la ville. On attend après l'information. On va vraiment aller trouver qu'est-ce qui se passe. On aura un segment de l'émission qui va nous parler beaucoup plus de culture. Il y a tellement d'affaires qui se passent à Laval. Il y a tellement, que ce soit avec les Grecs, les Portugais, les Québécois, vraiment. Il y a tellement d'affaires différentes. Il faut s'informer, il faut le voir. On ne veut pas devenir un salut bonjour puis de lire seulement qu'un bulletin de nouvelles pour nous dire qu'il y a une inondation. Tout le monde le sait, tout le monde la vit. On veut s'en aller ailleurs. C'est ce qu'on voudrait faire avec la nouvelle venue, Jessica. Bien oui, et ça va me faire plaisir de servir la communauté puis justement mettre la lumière là où on en a besoin. Moi, j'ai l'impression que justement la culture, c'est très vivant ici à Laval puis qu'on doit donner une belle vitrine pour pouvoir promouvoir puis aider nos artistes qui, tu sais, c'est pas facile. Tu sais, quand t'es un artiste, tu le sais, ouais, hein, t'as travaillé avec des artistes toute ta vie, t'es une artiste, je suis une artiste, puis tu sais, c'est pas facile d'avoir de l'exposure, comme on peut dire. Vitrine comme ici, exactement. Donc, de pouvoir servir vraiment la communauté. Non seulement on sert à ces artistes-là, mais on sert aussi à la communauté qui écoute à la maison puis qui se dit, ben coudonc, j'avais pas pensé à faire cette activité-là. On y va-tu? Tu sais, de donner le goût aux gens d'entreprendre. Et même aller plus sur le terrain, je pense que c'est là que tu t'en vas un peu. Pas juste les recevoir ici en studio, mais nous, aller plus dans les événements, rencontrer. Et on sait que ça fonctionne. Alex est à TVA. On en a un qui est animateur à C'est quoi? On a Gino Chouinard qui a déjà animé à la télévision de Laval. Ça fonctionne. Ça fonctionne. Ça veut dire qu'on est vu, on est entendu et il faut juste
mettre ça un petit peu plus à la saveur du jour et se servir vraiment du virage HD. On n'est pas encore en HD, on est rendu à 48 000 $ d'être diffusé tout le temps sur le 609, parce qu'on est encore diffusé en analogue sur le 09. Qu'est-ce que ça va prendre? Bien, écoute, on a déjà tout. La télévision, elle a un investissement au niveau des équipements d'à peu près 6 000 $ pour pouvoir acheter les décodeurs finaux. Et après, c'est tout ce qui est au niveau du fibre optique et de tout pour envoyer notre signal à la tête de ligne de Vidéotron. Il y a un petit 40 000 $. Mais on est parti de 80 000 $ à 40 000 $. Et vraiment, le travail, c'est pour que quand cet été, l'émission continue, mais en septembre, quand on revient avec la nouvelle programmation, ça serait vraiment d'être sur le 609 tout le temps. On va passer de 30 000 vues à la télévision, parce qu'il y a quand même 30 000 personnes qui vous regardent une première fois. Les émissions sont rediffusées 4 fois. Donc, au total, on est vu à peu près 100 000 fois, qui est énorme. Mais imaginez-vous, quand on est sur le 609, automatiquement, quand tu rouvres ton téléviseur, Vidéotron, c'est pas des vrais fous, il allume sur le 609. Donc, on va avoir une visibilité instantanée. On va être capable de pénétrer plus de 200 000 foyers à la fois directement à Laval. C'est pas rien, c'est vraiment important. On est quand même une des villes les plus grandes à travers le Québec et il faut y arriver à ce 609-là. C'est ce qui se fait au 2e étage. On travaille fort là-dedans. C'est là-dessus que tu travailles. On travaille très fort là-dessus. Puis on a des bons alliés aussi qui vont nous permettre d'avoir un meilleur rayonnement de la télévision à Laval. C'est vraiment le but. Et ça prend des gens. Ça en prend d'autres, Jessica. Ça prend aussi des vieilles animatrices comme toi qui sont là depuis toujours aussi. Mais c'est important. Mais c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Sans les bénévoles comme vous autres, on n'arrivera à rien. Puis c'est important de dire aux gens qui vous écoutent, vous êtes des bénévoles. Tu pars le matin, tu restes à Laval, tu t'en viens voir ça, tu as une envie de le faire, mais c'est extraordinaire. Puis je veux vraiment vous remercier, parce qu'en plus, on est dans la semaine du bénévolat, hein? Donc, c'est de vraiment construire tout le monde ensemble. On met la main à la pâte, puis on participe aux activités de financement. La semaine prochaine, on pourra te recevoir dans un autre contexte. Clairement. Donc, on va te recevoir avec Peggy Belland. On vous en dit pas plus. On vous donne un rendez-vous la semaine prochaine. Oui, tu seras avec nous, Eduardo. Mais tu travailles fort, en tout cas. Oui. Ben, je veux dire, Pour des bonnes causes. Je travaille pas vraiment avec la télévision. C'est vraiment, je m'amuse. J'ai hâte d'arriver ici. Puis c'est tellement enrichissant ce qu'on fait. Parce que, tu sais, dans le fond, on est 7-8 dans le studio, mais il y a 100 000 personnes qui entendent puis qui voient ce qu'on fait. Et plus que ça, depuis 2000, je crois que c'est 2004, les chiffres, je peux peut-être me tromper, tout ce qui est réseaux sociaux, YouTube, Facebook, on a plus d'1 million de vues dans tout ce qui est nos portails qu'on peut placer nos émissions. C'est énorme. Et depuis qu'on met les ex aussi sur nos réseaux sociaux, ça l'explose. On a vraiment beaucoup, beaucoup de vues et il faut se servir. La télévision ne disparaîtra pas. Il y a une nouvelle façon de regarder la télévision. Les jeunes ne regardent pas beaucoup la télévision. On est chanceux, on est dans une population vieillissante. Eux la regardent, la télévision. Bon, on va la faire pour vous, la télévision. Exact. Clairement. Merci, Eduardo. Bien, merci de me recevoir. Merci. La Maison du Jazz prend le nom d'Olivier Jones. Grand admirateur et proche du pianiste de jazz montréalais Oliver Jones, George Durst a décidé de rebaptiser en son nom ses 2 maisons du jazz à Laval et Montréal. Je cherchais une façon d'honorer adéquatement cet homme d'exception, virtuose, pianiste et ami personnel, a déclaré l'entrepreneur et philanthrope par voie de communiqué. La voici. Récemment, ce sont ces emplacements qu'Olivier Jones a choisis pour présenter ses dernières prestations publiques en carrière. Olivier mentionna à l'occasion que grâce à George Durst et Charlie Biddle, ma carrière de pianiste a débuté à la Maison du Jazz. C'est pourquoi je tenais tant à ce que ça termine ici. En apprenant la nouvelle de ce changement d'appellation, le musicien de renommée internationale s'est exclamé avec son humilité légendaire
que ce fut un tel hommage de pouvoir y jouer pendant plus de 3 décennies. J'ai une admiration sans borne pour George Durst, car pendant plus de 50 ans, il a permis à tant de musiciens de se faire valoir sur scène et vivre de leur art. Cette nouvelle appellation est l'ultime consécration, a-t-on aussi appris via communiqué. La seconde maison du jazz a voir le jour en septembre 2014 sur le boulevard de l'Avenir, dans un lieu connu jadis pour ses poissons et ses fruits de mer. La maison du jazz Laval accueille désormais une programmation musicale régulière d'ici et d'ailleurs, pendant que le chef Robert Lapage propose désormais des mets à saveur louisianaise. La première maison avait été créée en 1981 rue Elmer à Montréal par le restaurateur étant notamment à l'origine du réseau des cages au sport. Certains se souviendront également de la boîte lavalloise Le Bijou, lancée sur les abords de l'autoroute des Laurentides il y a 30 ans et dont une section de la maison du jazz Laval porte maintenant le nom. Klondike et prostitution de Roc d'Or à Sainte-Rose. Dans son 7e roman, Les enfants de Putainville, surnom peu honorable donné au village depuis longtemps disparu de Roc d'Or, Claire Bergeron fait revivre les grandes années de la ruée vers l'or en Abitibi-Témiscamingue. L'endroit a été mis sur pied près de Malartic après l'installation d'une minière américaine, raconte l'auteur originaire de l'Abitibi. C'était un village de squatteurs dressé sur terre de la couronne sans école, église et force de l'ordre. Un milieu amoral où les prostituées de la ville arrivaient par train au moment de la paye pour aider leurs consoeurs déjà sur place. Fondé autour de 1933, Roc d'Or a raconté jusqu'à 1200 âmes perdues et 14 ethnies différentes à son apogée avant d'être bulldozée une décennie plus tard. Dans son travail de recherche, l'écrivaine s'est beaucoup basée sur la mémoire de Maîtrise de l'or et des putes rédigées par Alexandre Fauché pour camper son histoire. L'héroïne du récit, Hélène, croit en sa bonne étoile quand elle croise le chemin d'Octave. Le médecin accepte de marier la veuve et l'amener, elle et ses deux jeunes adolescents, au nord du Québec. Madame Bergeron, résidant depuis 1993 sur le boulevard Marc-Aurèle Fortin, l'écrivaine adresse un clin d'œil au célèbre peintre dont elle a été la dernière infirmière attitrée, l'artiste lavallois ayant passé les 2 dernières années de sa vie à l'hôpital de Macamic en Abitibi-Ouest. Si vous aimez marcher ou courir, vous pouvez le faire le 12 mai prochain pour une bonne cause. Je marche pour l'Alzheimer. Et on reçoit Lise Lalande, directrice générale de la Société Alzheimer de Laval. Bonjour, bonjour. Lise. Bonjour. Et Michel Rees, fondateur et directeur général de Bouge ton parc. Bonjour. Bonjour. Donc, le lien Bouge ton parc et la Société d'Alzheimer, c'est un beau mariage. Comment que ça s'est passé? C'est une belle histoire d'amour professionnel. En fait, c'est le fils de Michel, Simon, qui était venu me voir pour parler de l'Alzheimer. Et puis, en quittant, il dit, on fait une course, nous, dans le parc. Alors, c'est Bouge ton parc qui faisait une course le samedi avant la fête des mères. Je pense que c'est toujours ça, votre date. Et nous, on faisait une marche le dernier dimanche de mai. C'était notre 11e marche qu'on faisait. Alors, il dit, pourquoi on ne ferait pas les deux ensemble? Et nous, ça nous a vraiment allumés parce qu'on est une petite équipe dans l'administration, on est juste 5 personnes. Puis d'organiser une marche, c'est beaucoup de travail. Alors, on s'est dit, bien, pourquoi pas se joindre à Bouge ton parc, qui a déjà la logistique. Et ça permet à nos gens de dire, bien, si moi, je préfère courir que marcher, bien, j'ai la possibilité de le faire en s'inscrivant à Bouge ton parc. Fait qu'on a joint nos 2 événements. Ça allait de soi, on dirait. Ça va super bien. Ça s'est fait tout seul. Il y en a vraiment pour tous les goûts, là, oui. Pour tous les niveaux de forme aussi. Exactement. Si vous pouvez nous expliquer le fonctionnement? En fait, nous, on offre une course de 1, 2, 5 ou 10 km. Et Lise offre une marche de 2 ou de 5 km. Et la logistique, elle est déjà en place, donc c'est très, très le fun. Ça fait l'affaire aussi de la voirie, des policiers. Plutôt que de chapeauter 2 événements, on les regroupe. Et puis, on fait d'une pierre 2 coups, puis tout le monde est content. Et j'ai commandé le soleil. Il va être arrivé pour merveilleux, j'espère. Tu vas répondre à ça. J'ai fait une longue distance et j'ai demandé 21 Celsius. Mais là, on s'entend que course, marche, parfois, il y en a qui doivent marcher durant la course 5-10 km. Très peu, non? Ah oui, c'est des gens en forme quand même? En fait, on vise pas l'élite, on vise la participation. On vise surtout... il n'est pas rare de voir des grands-papas ou des grands-mamans inscrire leurs enfants et leurs petits-enfants à la course. Et c'est de voir ces sourires-là. Ouais. Hein? Et ça court même en poussette. C'est un bel événement.
qui regroupe les citoyens de Vimont et d'Auteuil, principalement, puis les marcheurs de l'Alzheimer. On est très contents. C'est un bel événement. Il y a du maquillage, des jeux gonflables, il y a beaucoup d'animations. Familial. On va amener nos enfants, C'est familial. C'est Tout à vraiment fait. un événement familial. J'ai un scoop, Lise, tu le sais plus, peut-être ouais, pas. on est chanceux. Je vais avoir un orchestre composé strictement de papa. Ah, non! Oui. Je suis allé les voir en répétition et je leur ai dit de pratiquer à nouveau. Ah, mon Dieu! OK, c'est quel style de Donc, la musique, ça? pression. Ben, ça sera une surprise. Vous n'avez qu'à venir le 12 mai. J'aimerais ça, en fait, je planifie d'ailleurs me remettre à la course, mais ça, c'est un autre dossier. Ce que j'ai trouvé particulièrement touchant, c'est que, bon, les fonds recueillis, ils s'en vont, pour ce qui est de l'Alzheimer, ils s'en vont à la Société l'Alzheimer de Laval directement, et c'est pour financer des services offerts aux gens atteints par la maladie. Et ce que je trouvais ça merveilleux, c'est que ça s'en va pas à un quelconque organisme de recherche ou, tu sais, quelque chose comme un peu distant. Là. C'est concret, c'est ici même que ça se C'est passe. pour financer les services directs qu'on offre aux personnes atteintes puis à leurs familles. On pourrait peut-être parler aussi des services que vous offrez. Je faisais le tour de votre site Internet, puis c'est vraiment des services complets. Absolument. Vous accueillez des gens dans un service d'hébergement. On a un service d'hébergement, on a 7 formules de répit différentes, on donne des ateliers de formation aussi pour les proches aidants, on a aussi formateurs professionnels pour des gens qui travaillent dans le milieu, on a des groupes de soutien pour personnes atteintes, pour les proches aidants. En fait, un service conseil qu'on fait à domicile ou dans nos bureaux. On fait tout le tour de la question. Quelqu'un est atteint d'Alzheimer, puis les gens autour de cette personne-là ont besoin d'aide. Ils viennent chez nous, puis on besoin fait tout le d'être territoire de épaulés. Laval. En plus, vous voulez promouvoir la santé par la pratique d'une activité exactement. physique. Oui. J'imagine que la prévention de l'Alzheimer, ça commence par là aussi. Oui, parce que en fait, le cerveau, c'est comme tout le reste dans le corps. Plus on est en forme, plus on est en meilleure santé, plus on éloigne les risques de développer des maladies. J'imagine qu'on peut faire de la musculation du cerveau aussi en lisant, possiblement, en suivant des cours. Oui, c'est certain qu'en utilisant En se notre gardant, cerveau le c'est plus, on va être plus capable de contourner peut-être les difficultés quand on vient à... Moi, j'ai malheureusement entendu développer qu'il y a même des petits jeux banals comme le sudoku et les mots croisés. Est-ce que vous confirmez la donne? Est-ce que c'est reconnu comme... C'est tout ce qui nous permet d'exercer notre muscle, qui est le cerveau, aide. Mais ça va quand même pas empêcher la personne de développer l'Alzheimer si jamais cette personne-là a des prédispositions malheureusement, génétiques exactement. ou autres. Mais c'est comme n'importe quoi. Comme l'activité physique pour le cœur. Il faut se garder actif et heureux. Exactement. Et heureux. Et pour ce qui est de Bouge ton parc, les fonds recueillis s'en vont à... En fait, les organismes inscrits, il y en a 24 cette année. 50 des frais d'inscription leur seront retournés. À titre d'exemple, l'école Sainte-Béatrice, l'an passé, on leur a retourné un bon chèque et ils ont pu acheter des matériaux pour le gymnase. On était bien contents. Wow! Donc, votre objectif cette année, c'est 350 marcheurs et un revenu de 35 000 Ça, c'est pour nous. pour vous, pour la Et- Société d'Alzheimer. Moi, de votre côté, je vais vous dire, avec les intempéries et tout ça, tout ce qui compte, c'est que les gens qui vont être présents s'amusent. C'est sûr que je vise 1000 coureurs. Maintenant, s'il pleut, c'est sûr qu'on n'atteindra pas ça. Il y a de plus en plus d'inscriptions le jour même, malgré qu'il y a un léger supplément. Les gens n'aiment pas ça courir à la pluie. Mais comme je vous ai dit, j'ai fait un longue distance et on n'aura pas ce problème-là. non, c'est tous pour une bonne cause. Là. Vous avez l'univers de votre bar, tout va bien se passer. Mais là, les inscriptions, ça se passe bien en ce moment? Bien, écoutez, on en est à notre 5e édition et on est en progression depuis le début. Alors, on est Vous très avez vos contents. réguliers aussi, Oui. Et j'imagine. les gens peuvent s'inscrire en ligne, autant sur Oui, son site exact. que sur le site de la Société Alzheimer. Alors, Donc, 2 façons de s'inscrire. Ouais. L'important, c'est de participer. C'est l'entraide qui Exactement. compte. Merci beaucoup à Merci. vous, Merci Lise beaucoup. et Michel. Idéalement, inscrivez-vous d'avance. Oui, Hein? c'est toujours une meilleure Oui, idée. Il y a un Et c'est tarif moins préf- cher. Il y a un tarif préférentiel jusqu'au En 22. plus. Intéressant. nous aussi. Merci beaucoup à vous. Merci à et vous. bonne chance. Merci. Le Lavallois David Lemieux, qui devait se battre à Las Vegas le 5 mai prochain, a vu son combat tomber à l'eau en raison que son adversaire se soit retiré suite aux résultats positifs obtenus lors de 2 contrôles antidopage. Il affrontera donc le Français Karim Achour le 26 mai prochain en finale d'un gala présenté par l'organisation Eye of the Tiger Management au Centre Vidéotron de Québec. Achour est un boxeur offensif qui met constamment de la pression en plus de posséder une excellente défensive. Il détient d'ailleurs le record tant
quant au nombre de titres nationaux français remportés. Pour son deuxième combat en carrière au Centre Vidéotron, Lemieux avait battu son adversaire en novembre 2013 au Colisée Pepsi. Il a déclaré lors de la conférence de presse vouloir en mettre plein la vue à la foule de la vieille capitale. Il vise un retour au sommet afin de faire progresser sa carrière au niveau du classement mondial. Un autre Lavallois, Éric Bazignan, 18 victoires, dont 13 KO et aucune défaite, devrait faire partie de la carte de boxe. Mais on n'a toujours pas annoncé l'identité de son adversaire. Plongeons, première médaille aux Jeux du Commonwealth de Gold Coast en Australie. Après avoir remporté l'argent aux 10 mètres synchro mercredi, le 11 avril dernier, la plongeuse québécoise Megan Benfetto a répété l'expérience à l'épreuve individuelle, soit jeudi le 12 avril. Benfetto a obtenu le pointage de 359,75 points pour ses plongeons et s'est glissée au deuxième rang derrière l'Australienne Melissa Wu, qui, elle, a obtenu un pointage totalisant 360,40 points, suivi de l'Anglaise Louise Toulzon, qui s'est classée troisième avec 344,20 points. La partenaire de Benfetto, au 10 mètres synchro, Kylie McKay, a pris le 6e rang avec 325,90 points. Sa compatriote Selina Toth s'est classée 9e avec le total de 300,85 points. Au tremplin de 3 mètres en synchro, les vice-championnes du monde en titre, la Lavalloise Jennifer Abel et Mélissa Citrini-Beaulieu, ont terminé au 5e rang. Vraiment pas parler fort, parce que tu sais qu'est-ce qu'ils disent dans le film A Quiet Place? Faut pas parler du tout, vraiment pas parler du tout. On va en parler quand même. Ça doit être plate? Oui, mais ça doit être plate. Ah, A Quiet Place, ça, c'est pas un film que t'as trouvé plate? Non, non, du tout. C'est un très bon film. C'est surprenant à quel point c'est divertissant pour un film qui a très peu de son. Parce que, bon, l'histoire est assez simple, puis je trouve que c'est parfait comme ça. Des fois, dans les films d'horreur, on en dit un peu trop. Il y a des bébites qui arrivent. D'où est-ce qu'ils viennent? Est-ce que c'est des extraterrestres ou une autre dimension? C'est post-apocalyptique, là. C'est comme la fin du monde. C'est pas clair, non. Il n'y a, a pas comme New York n'est pas en décombre. Il n'y a pas de ça du tout. Les bébites arrivent. Pourquoi, de où? On le sait pas. C'est pas grave. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ces bébites-là sont aveugles et chassent au son. Et bon, ils aiment bien nous chasser, nous, parce qu'il n'y a plus beaucoup de survivants sur la Terre. Quand on dit chasser, on parle de manger les humains. On parle de tuer, là. Oui, c'est ça. Est-ce qu'on y voit beaucoup de sang dans ça ou c'est juste... Non, pas tant que ça. On nous laisse présager que... Pas tant que ça. Okay. On peut penser des fois qu'il y a peut-être beaucoup de sang, beaucoup de violence, mais c'est souvent de la violence suggérée. Le son est plus puissant dans les films que l'image. Ça représente à peu près 80 de l'émotion que le spectateur va ressentir. Donc, de faire un film d'horreur avec très peu de son, oui, il y a un petit peu de musique, il y a un petit peu de paroles, on entend les sons ambiants, mais sinon, tu sais, c'est assez risqué de faire ce genre de film d'horreur-là. Et bon, l'histoire, c'est une famille qui essaie de survivre dans ce monde-là. Combien est-ce qu'il reste d'humains sur la Terre? On le sait pas, mais bon, le père de famille qui est interprété par le réalisateur du film aussi, John Krasinski, lui, bon, on le voit à la radio qui essaie de communiquer avec des gens, mais bon, il n'y a rien qui fonctionne. On comprend qu'il y a des voisins aux alentours. On les voit pas vraiment. Tu sais, c'est vraiment comme cette famille-là qui doivent survivre. Ils ne sortent pas vraiment à l'extérieur. Ah oui, ils sortent à l'extérieur, il n'y a pas de problème. L'extérieur, c'est pas un danger. Même que les portes sont ouvertes dans le film, ils n'ont pas peur tant qu'ils ne font pas de bruit. Mais le début, ça commence, ils sont dans un magasin et là, comme il y a quelque chose qui va arriver, je peux pas dire quoi, mais on comprend ce qui se passe quand il y a un tout petit bruit, là, donc on comprend cette menace-là. Parce que moi, j'ai pas vu le film. Bon, j'ai entendu, tu as sûrement vu ça sur les réseaux sociaux se passer un petit peu le mot. Tout le monde est bien fervent de ce film-là. Là, ça a l'air du film à voir. Tu confirmes ça? Oui. Bien, il a fait 90 millions à date, je crois, pour un budget de 17 millions. Alors déjà, c'est assez incroyable. C'est énorme. Mais je te dirais qu'il y a une tendance depuis 2017 avec les films d'horreur. Tu sais, je prends avant, en 2002, le film The Ring a commencé une mode au cinéma. C'est vrai. On voulait adapter tout ce qui était, bon, des fantômes japonais, coréens. Bon, tous ces films-là, on les adaptait à la sauce américaine. Et maintenant, au cinéma, les tendances changent. Et maintenant, on s'en va vers du
renouveau au niveau des films d'horreur. Je prends le film Split l'année passée, qui a eu un budget de 9 millions, qui en a rapporté 200, je ne sais plus trop Donc, combien. un grand succès. Un grand succès. It, le plus gros succès, 35 millions de budget, il en a rapporté 700 millions à travers le monde. Il y a un engouement pour ça. Les gens ont le goût de voir ça. Oui, il y a un engouement pour ça, mais à un moment donné, il faut du renouveau. Tu sais, je prends les films des années 80, c'était les slashers, bon, tu sais, les tueurs avec des Jason masques. Voorhees, Jason, Freddy Krueger, moi Freddy, aussi. Comme tu sais, Nicolas, je t'ai souvent dit, moi, j'écoutais ça dans les années 80 et j'étais une mordue. Et maintenant, je Oui, moi n'écoute aussi. plus de films d'horreur. Même si celui-là a l'air excellent, vraiment, juste l'aspect silence, ça a l'air à créer un suspense incroyable. Oui, Mais je crois pas que je vais aller voir le film. Est-ce qu'on finit par la voir, la bébite? Parce que j'ai vu juste la bande-annonce. C'est sûr que je vais aller voir le film. On finit par la voir parce qu'on voit juste comme une petite main vraiment étrange dans un coin à un moment donné dans la bande-annonce. Est-ce qu'on... Oui, on la voit, la bébite, mais c'est pas ça qui est C'est pas ça qui est important dans le film. C'est plus Non, l'aspect, c'est- garder le silence, qu'il y a un suspense par Oui, rapport. parce que Mais c'est- moi, j'ai une question. Est-ce que la famille semble avoir une espèce de vie tout de même? Est-ce qu'ils ont l'air moindrement On découvre. épanouis ou Ben, c'est la dépression? On découvre cette vie-là parce que, bon, on comprend dans le film qu'on est rendu à 400 quelques journées depuis l'invasion de ces choses-là. Le père de famille constate qu'il y en a à peu près 3 ou 4 autour d'où est-ce qu'ils habitent. Et on voit vraiment leur quotidien. La femme, justement, qui est interprétée par Emily Blunt, qui est justement la femme du réalisateur dans la vraie vie. OK. C'est vraiment sa femme. Donc, elle est enceinte. Et bon, on comprend que dans le film, bon, elle va prochainement accoucher. Donc, comment ça va se passer, ça? C'était pas une bonne idée de tomber enceinte. tu sais, c'est- Mais là, on le voit son Plus accouchement avec dans le le film. bébé, tu sais, ben, je peux pas le dire. Mais c'est un punch. Je peux pas... OK. Non, je peux pas dire ça. le Ça voit dans la arrive. bande-annonce. Mais en tout cas, accoucher sans faire de bruit, tu dois Moi, savoir que ça je doit l'ai pas être fait évident. 2 fois, puis... Il y avait un petit peu de bruit? Un petit peu. Il y aurait eu plus de bruit, ça, là, tu sais. Mais un bébé aussi, ça fait du bruit. Il faut penser à Effectivement. ça. Qu'est-ce qui va se passer? Même s'il a réussi à accoucher en silence, le bébé, après, qu'est-ce qui Effectivement, se c'est passe? impossible. là. C'est ça. Dis-moi donc, Nicolas, John Krasinski. Krasinski. Oh, j'ai de la misère avec celui-là. Moi aussi, je me suis pratiqué avant d'arriver ici. Donc, on va l'appeler John. Appelons-le John. C'est ça, ouais. On le connaît bien en tant que comédien, mais en tant que Dans The réalisateur, Office. C'est son est-ce qu'il est... troisième, je crois. C'est son troisième. Ben, il a Il réalisé... est à surveiller parce que là, c'est comme vraiment le monde crie au génie avec ce Il me fait film-là. penser à Jordan Peele. C'est drôle, mais en général, tous ceux qui commencent dans la comédie, ils peuvent très bien aller dans l'horreur, dans le suspense. Tu sais, c'est beaucoup plus facile. Jordan Peele, qui a commencé avec Key & Peele, son duo comique, et là, qui a fait après ça le film Get Out, qui est un très bon film, pas d'horreur, mais de peur. Et celui-ci, John Krasinski, lui, il a réalisé 2 comédies. Il a joué dans The Office. Il a réalisé 3 épisodes de The Office. Donc, c'est un gars qui est dans la comédie et il peut facilement passer de ça à l'horreur. C'est son premier truc vraiment de peur. Et en plus, faire un film sans beaucoup de son, c'est un énorme challenge. C'était risqué pour C'est- lui quand même. Puis ça se passe aussi dans la clarté. Tu sais, des fois, tu Oui. t'appuies sur le fait qu'il fait noir, puis tout le monde a un petit peu peur, même si on se le dit pas dans le noir, tu sais. Mais là, de ce que j'ai vu, ça se passe vraiment en plein jour. Oui, tout à fait. Bien, il y a des bouts qui se passent le soir, il y a des moments qui se passent le jour, mais ce qui augmente la tension, c'est quand on entend un bruit. Là, tout est silencieux, puis à un moment donné, quand quelqu'un échappe quelque chose à terre ou n'importe quoi, là, comme C'est là, la fin du monde. il y a une tension qui monte. Mais tant qu'il n'y a pas, on n'entend pas de bruit le soir, il se promène le soir, il n'y a pas de problème, la vie est belle, rien peut nous arriver tant qu'on ne fait pas de bruit. C'est ça qui est bizarre, parce que ces choses-là sont aveugles et, ils sont pas... Ça me fait penser à un monstre générique qu'on aurait pu voir dans à peu près n'importe quel film. Là, D'où le elles visuel viennent ou de- comment s'en débarrasser, ça, c'est pas important. C'est pas grave. Mais oui, Mais vas-y. Comment ils font pour communiquer ensemble, cette famille-là? Tu sais, Langage des signes. Langage des signes. ouais. Ce qui est particulier. Ce qui n'explique pas, c'est est-ce que tout le reste du monde a adopté le langage des signes, mais quoi que eux, ils ont une bonne raison. Une de leurs enfants est sourde, justement, et le père essaie de fabriquer une machine pour l'aider à entendre. Donc, eux, ils font avec le langage des signes, mais ils parlent, ils chuchotent. Donc, c'était déjà Donc, établi dans leur famille, de toute façon. Là. Ils avaient déjà appris le langage des signes, probablement, pour leur fille. Donc, les autres familles, ça doit être différent. C'est pas clair. On ne c'est pas sait pas clair. ce qui se passe ailleurs, mais c'est parfait. Dans un film d'horreur,
d'horreur, le problème, c'est quand on en dit trop, quand on explique le comment du pourquoi, puis on enlève le mystère. Là, ça, en tout cas, pour moi, ça me fait un peu décrocher. Mais ça, on explique juste assez et on le dit même pas. Quand on parle de ces choses-là, on voit juste des découpures de journaux puis des notes. Si on prend pas le temps de regarder attentivement ces choses-là, ils sont là, pourquoi, comment? Est-ce que c'est le genre de film que tu réécoutes? Bon, tu l'as juste vu une fois, c'est sûr, parce que c'est au cinéma, là. Mais c'est-tu le genre de film que quand tu réécoutes, tu penses que tu peux comprendre encore plus de choses? Y a-tu comme des... Il n'y a pas plein de niveaux, là. C'est Je assez, ne pense pas. Non, c'est assez premier T'es pas degré. là. Je pense pas. Peut-être moi, ça m'étonnerait pas qu'il y ait une suite. Ça m'étonnerait pas du tout. Puis à la base, ce film-là, c'était censé faire partie de l'univers des films Cloverfield que Paramount a fait. Bon, le dernier Cloverfield est sorti sur Netflix. Quand le scénario a été écrit, ils ont voulu, pendant un certain temps, l'amener dans cet univers-là. Puis bon, c'est quand même assez facile. Cloverfield, c'est des bébites qui arrivent sur Terre. Donc, tu sais, c'est aussi simple avec ça. Mais finalement, ils ont décidé de faire un film unique et moi, ça ne m'étonnerait pas du tout qu'il y ait une suite. Nicolas, il reste 30 secondes. Mon Dieu, c'est impossible de te poser cette question en 30 secondes. On va essayer de faire des miracles. C'est que ce film-là, il y a eu des très bonnes critiques. Je suis pas en train de crier aux Oscars. Stephen King a adoré ça aussi. Oui, mais je suis en train de... Quand je préparais la chronique, je me disais... Pourquoi les gens boudent les films d'horreur? Pourquoi il n'y a jamais de films d'horreur en nomination dans les grands galas, notamment Bonne aux question, Oscars? ça. Ouais, Tu sais, pourquoi on a tout le temps cette espèce de snobisme par rapport à Parce ces que films? les films d'horreur, c'est pas des films qui sont créés nécessairement pour faire partie de la saison des Oscars. Les films qui sont censés rapporter des prix pour les studios sortent entre le mois de septembre, octobre et début janvier. En général, c'est ça. Ils ont ça dans la tête comme objectif. Tu sais, souvent, là, tu sais, là, un film qu'il y a des rumeurs, oh, le film va sûrement être nominé aux Oscars, puis il sort à la mi-décembre. Tu sais, come on, c'est une évidence, là, tu sais. Mais souvent, c'est que les films d'horreur deviennent cultes avec le temps. Les films qui gagnent aux Oscars, c'est pas nécessairement eux qu'on va se rappeler dans 15 ans ou 20 ans. C'est Un vrai. film d'horreur de Shining, est-ce que ça a gagné un Oscar? Non, Ça serait très possible. Ça serait très possible. Mais parce que ça, c'est à part quand même. C'est comme ça, film et c'est d'horreur. devenu un classique. L'important, c'est que le film, c'est que le film soit toujours visionné, puis un film d'horreur, ça a ce potentiel-là. Puis C'est qui de marque devenir notre un- imaginaire. Je pense que ce film-là a le potentiel. Nicolas, encore une fois, très intéressant. Jessica, je veux juste te dire que parler cinéma avec Nicolas, c'est tout le temps le petit bonbon de fin d'émission. Ben, c'est ce que je Merci, m'aperçois. Nicolas. Merci beaucoup, Nicolas. Merci, Amélie aussi. Merci! Je me trouve présentement au Embassy Plaza à Laval pour le Gala Dynamis. Je suis avec le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Laval, Monsieur Yves Dastou. Bonsoir. Bonsoir. Alors, belle célébration ce soir de l'entrepreneuriat à Laval. Oui, ce soir, c'est la fête des entreprises, des entrepreneurs, des gens d'affaires qui se démarquent, qui ont participé à un concours puis qui vont gagner des prix Dynamis. Que les meilleurs gagnent. Les meilleurs gagnent, mais sont tous bons. Malheureusement, on doit en sélectionner, mais les dossiers qu'on reçoit sont magnifiques. Tout le monde a des belles entreprises, des entreprises lavalloises, on en est fiers. Et c'est une belle démonstration ce soir de cette qualité d'entrepreneur qu'on a à Laval. Et c'est quoi la mission que la Chambre de commerce de Laval s'est donnée? La mission de la Chambre, en fait, c'est une mission qui est assez large, qui est assez grande, mais c'est beaucoup de promouvoir les entrepreneurs, de les représenter sur différentes tables de concertation, de les faire connaître, de les faire rayonner. C'est vraiment la grande mission de la Chambre de commerce. Peut-être que Chantal, Mme Pavot pourrait rajouter des choses. Toujours la direction générale a toujours une plus grande connaissance des dossiers, mais j'ai toujours peur d'en oublier, mais c'est une grande mission de s'occuper des entrepreneurs qui est traité par des bénévoles. C'est des gens d'affaires, des gens d'entreprise, des présidents d'entreprise qui viennent à la Chambre de commerce pour essayer de faire avancer la cause des entreprises, de nous représenter en groupe. C'est vraiment
belle cause, c'est une grande soirée. Ben, c'est plus, la Chambre de commerce, c'est plus qu'une soirée. Hein. Aujourd'hui, c'est la célébration des lauréats, mais dans l'ensemble, le combat d'une Chambre de commerce, c'est de tous les jours. Et Mme Chantal Dastou, qui est directrice générale, Chantal Provost, pardon, qui est directrice générale et présidente de la Chambre de commerce de Laval. Bonsoir. Bonsoir. Alors, cette année, c'est votre dernière année. De quoi est-ce que vous êtes le plus fier de votre parcours à la Chambre de commerce? En fait, la Chambre de commerce, c'est un organisme qui regroupe la communauté socio-économique de Laval. Donc moi, j'y suis depuis 8 ans. Et c'est vraiment ce renforcement-là de la communauté à travers les années, la mobilisation des acteurs économiques autour de l'organisme, la Chambre de commerce, qui travaillent ensemble, en concertation, mobilisés pour défendre leurs intérêts, mais aussi pour travailler sur le bien commun, parce que c'est notre valeur à la Chambre de commerce, c'est le bien commun. Et les gens d'affaires, ils sont très engagés à la Chambre. Je vous dirais que l'engagement, l'implication, c'est probablement une des plus grandes fiertés qu'on a à la Chambre de commerce. Et selon vous, parce que là, ce soir, on célèbre l'entrepreneuriat, puis dans les dernières années, dans les 5 dernières années, le contexte a beaucoup changé à Laval. Est-ce que c'est plus facile ou plus difficile d'être entrepreneur à Laval dans les dernières années avec tout ce qui évolue? En fait, être entrepreneur, à la base, c'est un défi en partant. Donc, il y a des années où les marchés sont plus fragiles, plus réticents, mais l'entrepreneuriat, par définition, ça quémande des gens d'affaires avec une grande persévérance, beaucoup de rigueur, beaucoup de dynamisme, très solide. Donc, je vous dirais que aujourd'hui, hier, demain, si c'est un entrepreneur, ça va rester un entrepreneur. Et puis, c'est très à la mode, l'entrepreneuriat de ce temps-ci, où c'est beaucoup plus valorisé que ça l'était dans les dernières années. Est-ce que vous trouvez que par vos membres, de quelle façon est-ce que ça se représente? Est-ce que vous avez une plus grande diversité, plus de femmes? De quelle façon est-ce que vous avez vu la différence? Bien, c'est sûr et certain qu'il y a plus de femmes entrepreneurs qu'avant, parce qu'il y a des organismes aussi qui ont été créés au cours des dernières années, parce qu'on commence à avoir des modèles aussi. On peut s'associer à des femmes d'affaires qui sont devenues des modèles. Il n'y en avait pas vraiment. En tout cas, moi, à l'âge que j'ai, au tout début de ma carrière, il n'y en avait pas vraiment beaucoup de femmes en affaires, d'une part. D'autre part, on valorise beaucoup le start-up. Donc, pour les jeunes entrepreneurs, il y en a plus qu'avant aussi parce qu'on les accompagne davantage. À la Chambre de commerce, on a un comité relève, la relève d'affaires pour les 35 ans et moins. On a aussi un comité start-up. Donc, on travaille et on fait beaucoup de maillage. Ils sont présents sur toutes les instances de la Chambre. Ils rencontrent des gens d'affaires comme Yves Dastou qui sont plus établis. Donc, vraiment, il y a des arrimages, il y a de l'accompagnement. Et on parle beaucoup de l'entrepreneuriat, mais il ne faut pas oublier aussi qu'un concours comme le concours Dynamisme, on reconnaît les efforts de la communauté d'affaires. Donc, il y a aussi des intrapreneurs, il y a aussi des gens d'affaires, des professionnels. Donc, oui. Et en quoi un gala comme ce soir, c'est important pour une chambre de commerce? En fait, c'est surtout important pour une communauté d'affaires. On célèbre les gens d'affaires de Laval. La Chambre, c'est dans sa mission de valoriser, de reconnaître, mais on le fait surtout pour les gens d'affaires. C'est pour ça qu'on existe. Oui, d'ailleurs, une des choses importantes dans l'entrepreneuriat, on parle beaucoup de réseautage. Alors ce soir, c'est une belle occasion pour les entrepreneurs de réseauter. D'ailleurs, vous en faites beaucoup dans vos activités de réseautage. C'est important. C'est extrêmement important, l'intergénérationnel, comme je vous disais tantôt, de pouvoir mailler les différentes générations ensemble, les différentes expertises, les différents secteurs d'activité. C'est sûr et certain qu'on est un organe extrêmement important pour le réseautage et le maillage. Oui. Bien, merci beaucoup. On vous souhaite une excellente soirée. On vous souhaite une belle soirée, madame. Merci. Je me trouve présentement avec Jean-Philippe Cormier, qui est président du volet relève d'affaires de la Chambre de commerce de Laval. Bonsoir, M. Cormier. Bonsoir. Donc, est-ce que ça fait plusieurs années qu'il y a ce volet-là, relève d'affaires, à la Chambre de commerce? Oui, effectivement, ça fait plusieurs années que la relève d'affaires a fait partie intégrante de la Chambre de commerce. C'est en fait notre jeune Chambre de commerce. Donc, ça fait plusieurs années que, oui, on est là pour défendre les intérêts des jeunes entrepreneurs, jeunes gens d'affaires de Laval. Vous êtes en poste depuis combien de temps?
Moi, je suis en poste depuis l'automne. Ça fait 3 ans, personnellement, que je m'implique sur le comité relève. Et depuis que vous êtes en poste, c'est quoi le plus grand défi pour la relève d'affaires à Laval? Bien, je dirais le plus grand défi, c'est rallier les jeunes gens d'affaires ensemble, créer une communauté d'affaires à Laval. Pour nous, c'est important. C'est un peu ça qu'on essaie de créer. C'est pourquoi l'année dernière, on a mis sur pied un nouveau comité start-up qui est plus dédié à la création de nouvelles entreprises. Donc, tous les entrepreneurs qui créent des entreprises de 0 à 3 ans. Donc, on a voulu justement sortir ça un peu du volet relève d'affaires, créer un tout nouveau comité parce que justement, il n'y a pas d'âge pour se lancer en affaires, alors que le comité relève, c'est axé sur les 18-35 ans. Donc, on voulait répondre aussi à ça, des gens des fois qui veulent faire une réorientation de carrière, qui décident de se lancer en affaires. Donc, on a le comité Startup qui est justement dédié à ça. Puis, on veut justement créer une communauté d'affaires, de jeunes startups, jeunes gens d'affaires, puis essayer de rallier tout le monde ensemble, puis qu'on défende nos intérêts auprès des différentes instances. Parce que la Ville de Laval offre également des services. Je parle, il y a des incubateurs, il y a beaucoup de services qui sont disponibles par la Ville de Laval. Alors, j'imagine que vous aussi, c'est de faire le lien de faire connaître, premièrement, ces services-là et de faire le lien avec la Ville de Laval. Exactement. Nous, on est là pour offrir tous les services qui sont disponibles aux jeunes entrepreneurs, aux jeunes qui veulent se lancer en affaires. La Chambre de commerce, la porte est ouverte. Donc, tous les jeunes entrepreneurs qui veulent se lancer en affaires ou jeunes professionnels sont invités à la Chambre de commerce, puis on leur présente la panoplie d'offres de services qui sont disponibles à eux. Aussi, on a des activités de réseautage. On est là pour défendre leurs intérêts auprès de toutes les différentes instances là, gouvernementales. Parce que, justement, comment est-ce que vous allez chercher la relève? Parce que j'imagine que c'est pas exactement les mêmes activités que peut avoir la Chambre de commerce. De quelle façon vous allez les chercher? Bien, c'est certain qu'en faisant des activités un peu attrayantes, on essaie de créer des activités de coworking, de collaboration ensemble, de développer des idées, puis des activités évidemment là, toujours intéressantes pour attirer là, des jeunes entrepreneurs à la Chambre de commerce de Laval. Parfait, merci beaucoup et on vous souhaite une excellente soirée au Gala Dynamique. Ça me fait plaisir, merci à vous. Je me trouve présentement avec M. Saoul Polo, qui est président d'honneur du Gala Dynamisme ce soir, en plus d'être député de Laval-des-Rapides et adjoint parlementaire au ministre des Finances. Oui. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Ça va bien? Ça va très bien. Très content d'être ici ce soir au Gala Dynamisme, d'être avec la communauté d'affaires, d'être chez nous à Laval également. Alors, monsieur Polo, première question, pourquoi avoir accepté la présidence d'honneur du Gala ce soir? Bien, tout d'abord, la Chambre de commerce, c'est l'organisation phare qui représente la communauté d'affaires à Laval. J'ai tout le temps été associé au milieu des affaires, au réseau des chambres de commerce. Donc, pour moi, c'est juste naturel. J'ai même été brièvement membre du conseil d'administration de la Chambre. Depuis que je suis député, je suis membre de la Chambre également à titre de député. Donc, pour moi, c'est juste naturel d'accepter cet honneur, d'être président d'honneur pour cette année. Et vous qui avez vu plusieurs communautés d'affaires, qu'est-ce que la communauté d'affaires de Laval aurait de particulier? C'est quoi sa couleur particulière? Bien, en fait, c'est une communauté d'affaires où c'est un environnement d'affaires qui est divers. On pense à Laval comme étant une ville de banlieue, mais en réalité, Laval est reconnu comme étant un pôle de commerce de détail. Aux extrémités de la ville de Laval, vous avez des pôles agricoles. Vous avez juste ici le pôle biotechnologique, le secteur manufacturier. Bref, de multiples secteurs composent justement cet environnement d'affaires et c'est ce qui démarque Laval des autres régions. Merci beaucoup, M. Polo. On vous souhaite une excellente soirée. Avec plaisir. Merci. C'est déjà tout pour aujourd'hui. Jessica, j'ai envie de te faire pratiquer le bingo. Oui, c'est toujours OK. Alex qui fait ça. Bon, mais parfait. Donc, Alex, je vais te faire honneur. Je vais prendre vraiment ton rôle en main. Donc, n'oubliez surtout pas le bingo. C'est le dimanche à 9h30. Il y a 3 500 $ à gagner. Au total, la carte pleine, c'est 2 500 $. Achetez vos cartes.
Puis, fais-moi ça. Bingo! Hey, moi, j'ai le beau rôle, là, regarde, tu vois. Le dimanche matin, c'est bingo. Hey, aussi, Jessica, je voulais dire, on a beaucoup en commun, toi et moi. Oui. On a, non seulement notre vécu se ressemble beaucoup, nos intérêts, nos passions, on tripe sur la santé, puis en plus, on a chacun un blog. Oui, on Alors, a chacun un blog. Allez lire nos articles à millipol.tv et Canalgrandir.com, tout simplement. fantastique. Hey, bonne semaine. Bonne semaine à tous.